Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite au voyage avec Sonia Poussin. Vous en avez déjà sans doute entendu parler parce qu'avec son mari, Alexandre, ils ont traversé un petit peu le monde, ils ont écrit des livres. Et là, notamment, vous venez nous parler du livre Madatrek, paru aux éditions Robert Laffont. Alors, vous nous parlez un peu du livre, mais aussi de votre chemin à vous, plus personnel, votre chemin de foi. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants, mais pour l'instant, merci de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, il se trouve que j'ai choisi un texte du livre qu'on a écrit parce que ça raconte un peu une journée type, quand on est à Madagascar et comment ça se passe quand on arrive avec notre charrette, notre famille, nos 4 zébus dans un village. Voilà. Nous garons la charrette à côté d'épaves agricoles en tout genre et commençons le fastidieux déchargement des bagages. Agglutinés et silencieux, les bambins nous font une haie d'honneur et ils n'ont jamais vu d'enfants de Vasa. Les Vasa, c'est les Blancs. Leur instituteur ne tarde pas à arriver, Monsieur Yazd. Il a une soif inextinguible de parler français. Ils ne sont que 3 dans le village à pratiquer cette langue et ça y est, nous les avons tous vus. Monsieur Yazd nous avoue en préambule que nous sommes les premiers Vasa à qui il peut parler. Incroyable! Lui, le professeur de français, n'a jamais pu se mettre un touriste sous la dent. Il nous mitraille de questions, comme un professeur d'anglais accablerait un Américain fraîchement débarqué en Normandie en 1944. Paris, la Tour Eiffel, Jeanne d'Arc, De Gaulle, Notre-Dame, la Révolution, tout y passe. Un abrégé d'histoire de France. Bien que nous soyons trempés et recrues de fatigue, j'aime répondre à cet homme enthousiaste. Pendant ce temps, Sonia, moi, et les enfants peuvent vaquer à leurs occupations et fourrager dans les bagages, toujours scrutés par une assistante chuchotante qui espère voir sortir un sac de bonbons. Enfin arrive Monsieur Fanir, le fameux président de Fuktan. Les bras chargés de petits pains et de bonbons anglais. C'est une boisson gazeuse au goût de Malabar, tellement sucrée que les lèvres se collent à vos dents. Les enfants en raffolent. Il est content de son effet et les dévore du regard. Pudique et discret, il laisse M. Yazd entretenir la conversation et ouvre aussitôt son bureau des doléances. En effet, une queue de villageois s'est formée à son arrivée devant sa porte, dont on se demande à bon droit si la longueur n'est pas due à notre présence. L'un après l'autre, ses administrés s'approchent de lui, avec force, courbette et mine compassée, le chapeau à la main, les pieds nus et les habits troués, pour des affaires de la plus haute importance, mais tout en jetant des œillades gourmandes entre les litanies. Un président de Fuktan appartient à toutes et à tous. Il écoute les jérémiades avec le sérieux et la concentration d'un curieux et à confesse. La délicatesse des échanges, l'écoute des réponses, les hochements de tête, la gestuelle pointant dans l'espace, des endroits désignant sûrement des conflits territoriaux et des querelles de voisinage, en disent long sur le respect qu'on porte à l'autorité et au trésor de politesse qu'entretient cette culture de la parole. Dire, c'est prévenir. Communiquer, c'est désarmer. Ces gens n'ont rien ou pas grand-chose. Tout est pauvre et décati, mais ils n'ont pas perdu la relation, le respect de l'autorité et la dignité. Le raffinement peut avoir les pieds nus. L'espoir est sauf et rien n'est perdu tant qu'il y a un diacre, un instituteur et un maire. Aujourd'hui, nous avons eu un beau triplé. Et ce soir, nous avons droit au lit double de Monsieur Fanir. Au contact des hommes, nous sommes en sécurité. Donc, Madatrek, vous en parlez comme si c'était hier, mais c'était il y a déjà un peu plus de 2 ans. C'était il y a 2 ans, oui, quand nous sommes rentrés. C'était ce grand voyage de 4 ans sur l'île de Madagascar, avec force rencontres, force expérience. Qu'est-ce que vous racontez dans ce livre ? Alors on est partis en famille, on était assez nombreux, ça faisait presque une petite caravane puisqu'on avait cette charrette qu'on a construite de nos propres mains avec les enfants et pour ressembler un peu plus aux Malgaches et se rapprocher un peu plus d'eux, être le moins séparés, Et on est parti faire le tour de Madagascar. Donc c'était un voyage qui a duré très longtemps parce qu'au départ on pensait plutôt que ça durait 1 an et demi à peu près et finalement ça a duré 4 ans et on a fait 5000 kilomètres. Avec 4 zébus, 7 charrettes, 2 bouviers malgaches extraordinaires qui nous ont énormément appris sur le pays, qui ont été au départ nos interprètes et puis après qui sont devenus nos amis et même nos frères. Pourquoi Madagascar ?
Alors pourquoi Madagascar ? Parce que comme on partait en famille, on avait peur d'isoler nos enfants et comme on pensait qu'à Madagascar on parlait le français, on s'est dit que ça sera plus facile pour eux de communiquer. Et en fait, on parle français encore dans la capitale et dans les grosses villes, et pas tout le monde, plutôt les populations un peu plus âgées ou alors les populations très éduquées. Et sinon, en brousse, plus personne parle malgache. Tout le monde parle malgache, plus personne parle français. Mais finalement, les enfants rigolaient en disant « Mais tu sais, maman, quand on joue, on n'a pas besoin de savoir parler la langue, on s'entend, on y arrive très bien, très facilement. » Quel âge ont-ils, ces deux chats ? Alors, quand on est partis, ils avaient 6 ans et 9 ans. Et aujourd'hui, ils ont 13 ans et 16 ans. Alors Sonia, vous faites partie de cette race un petit peu rare qu'on appelle les aventuriers. On peut dire ça. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite ou... Alors, oui et non. Non, parce qu'on pourrait imaginer que j'ai eu une enfance assez normale. J'ai grandi à la Légion d'honneur, dans une pension de filles assez stricte. Et je ne dis pas que ce n'est pas un endroit où justement on apprenait à y rêver d'aventure, mais en tout cas l'aventure, elle n'était pas dans mon enfance, non. À moins que on puisse dire que j'avais dans ma famille des aventuriers inconnus. Pas célèbres, mais quand même des aventuriers du côté de mon papa qui sont partis découvrir le Mexique, qui sont partis en Louisiane aux États-Unis à l'époque, au 19e siècle, où ça se faisait pas tellement. Voilà. Donc ils ont découvert, ils ont un peu défriché pour nous, et ça existait dans notre culture familiale. On parlait de ces héros familiaux. Et puis j'ai une maman qui est slovaque, qui vient de Tchécoslovaquie, donc elle est née tchécoslovaque, mais elle n'est plus que slovaque, parce que son pays s'est scindé en deux. La révolution de vélo. Et elle m'envoyait, quand j'étais enfant, de l'autre côté du rideau de fer, pour aller voir ma grand-mère, que je connaissais à peine, je ne parlais pas un mot de slovaque, et elle me faisait partir à 8-9 ans, elle me faisait prendre le train à la gare d'Austerlitz. Elle m'installait dans le train, c'était un train compartiment. Elle disait au chef de gare, voilà, cette petite fille va voyager jusqu'en Tchécoslovaquie, je vous demande d'être bien gentil avec elle. Et elle me laissait partir. C'était 2 jours de voyage, donc il y avait une nuit complète. Le lendemain, on arrivait en Allemagne, on traversait le rideau de fer, avec tous les gens qui tremblaient. Je sentais la sueur et l'angoisse monter chez les adultes. Moi, je ne me rendais pas vraiment compte du danger, mais je sentais quand même que les adultes avaient peur. Il y avait des chiens, des bergers allemands, des miradors. On rentrait, c'était vraiment... On comprenait qu'on arrivait dans un monde qui allait être surveillé et que ça allait être... que tout le monde rigolait pas. Et puis, on continuait à rouler. On arrivait le soir à Prague. Là, à Prague, une amie de ma maman me prenait, me faisait dîner dans un petit boui-boui de la gare. Et puis, hop, me remettrait pour une 2e nuit dans le train. Et j'arrivais en Slovaquie au petit matin, sachant que c'était pas le terminus et qu'il fallait que je m'auto-éjecte du train à la station de ma grand-mère qui était Banska Bystrica. Il fallait savoir le dire déjà. Et là, je devais trouver ma grand-mère que j'avais à peine vue. Et elle devait réceptionner une petite fille française qui arrivait sur un quai de gare. Eh ben ça, c'est... Oui. Voilà. Alors, est-ce que j'étais coutumière de l'aventure ? Bah oui, peut-être, en fait. En tout cas, très jeune, j'ai appris à pas avoir peur des autres. Voilà. Côté vie chrétienne, vie catholique, il y a un héritage familial, il y a... Je viens d'une famille de tradition catholique, mais disons que mes parents étaient assez relax, on n'était pas tellement pratiquants. On n'allait pas à la messe le dimanche, on y allait à Noël, à Pâques, on y allait dans des petites églises ravissantes romanes l'été chez nous en Dordogne. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on était très pratiquants. Et puis il faut avouer aussi que pour moi, c'était, surtout à l'adolescence, je ne comprenais rien, je me sentais un peu exclue de l'église, je ne me sentais pas appartenir à... et c'est vraiment la rencontre avec Alexandre, qui lui vient d'une famille très pratiquante. Il y a pas mal de prêtres et de religieuses dans sa famille, et c'est vraiment très très présent. Et à son contact, il a eu la gentillesse et la délicatesse de ne pas m'imposer sa foi, mais il me proposait, il me disait, tu veux venir à la messe ? Moi j'y vais, si tu veux, on y va. Donc je l'accompagnais 1 fois sur 2. Et disons que c'est devenu une petite... je commençais à essayer d'y comprendre des choses, d'y déceler des choses. Mais quand même, c'était quand même très étranger dans mon cœur. Et puis, même si je priais quand même, j'ai toujours prié. Et mon papa me parlait beaucoup le soir. Et on parlait du bien, du mal. On avait beaucoup de discussions philosophiques. Et donc, tous les soirs ? Presque tous les soirs, en tout cas jusqu'à ce que j'aille en pension. Et après en pension, pendant 6 ans, après c'était un peu fini. Mais j'ai toujours eu ce lien très très proche avec papa, où on parlait de Dieu aussi, bien sûr, on parlait de plein de choses. Et puis ce qui a vraiment changé ma vie, c'est mes voyages.
c'est la découverte de la vie, du monde. À l'âge de 24 ans, je suis partie sur les routes. Je suis allée en Inde, donc j'avais fait un voyage en Inde c'était assez audacieux de commencer par l'Inde parce que c'est pas vraiment le pays le plus. C'est un vrai choc culturel là. Oui, c'est pas le pays le plus doux. Même s'ils ont inventé la non-violence, c'est parce que justement, ils ne la pratiquent pas beaucoup, la non-violence. Et donc, c'était assez rude. Et Alexandre, qui avait fait déjà son tour du monde à bicyclette, avait 2-3 adresses, elle m'avait dit « Va voir les sœurs de Mère Teresa ». Et j'étais allée, et là, j'avais découvert la force, la joie de ces femmes extraordinaires, exceptionnelles, le don. Ça m'avait vraiment, vraiment touchée, bouleversée. Le dénuement ? Le dénuement, vivant de rien. J'allais à la messe, alors je continuais à rien y comprendre, mais finalement ça ne changeait pas beaucoup par rapport à d'habitude. Mais au moins je sentais autour de moi la ferveur, parce que c'est très dynamique. Hein, il y a des tambours, il y a des chants magnifiques, il y a une ferveur incroyable. Et donc ça je la ressentais, cette foi en fait, cette chaleur. Et puis ça me touchait, donc c'était des petites graines en fait qui étaient mises dans mon cœur. Après, je suis partie dans ce voyage-là. En fait, le but de ce voyage, c'était d'aller m'occuper d'enfants des rues au Népal, à côté de Katmandou, pendant presque une année, avec des enfants des rues qui étaient que des petites filles. Il y avait je m'occupais de 37 enfants et il y avait 34 petites filles et 3 petits garçons. Et on les arrachait en fait à la rue et à la prostitution et à plein de choses si terribles. Donc ils allaient à l'école, je m'en occupais, on faisait des petites sorties. Enfin voilà, c'était assez merveilleux. Et c'est vrai que C'était chrétien aussi là ? C'était pas du tout chrétien, non. C'était complètement laïque. D'accord. En plus, c'est interdit au Népal, D'accord. totalement interdit, parce que c'est vraiment, vraiment interdit. On va en prison si on professe sa foi. Il n'y a pas d'église au Népal. La religion, c'est l'hindouisme, même s'il y a des bouddhistes, mais c'est l'hindouisme, la religion d'État. Mais ce qui est drôle, je vous raconte un petit clin d'œil qui est assez amusant. Donc mes petites filles portaient des petits uniformes et donc je les faisais fabriquer et tout ça. Il en manquait 2 ou 3, donc j'attendais dans un petit boui-boui dans le village où j'étais les derniers uniformes qui étaient en train d'être terminés. Et puis je prenais un petit coca en attendant et en discutant avec les gens. Et à un moment, il y a un monsieur tout timide qui vient vers moi et qui me dit « Ça fait 6 mois que vous êtes là, on voit que vous vous occupez des enfants, vous habitez dans cette maison là-haut, dans les rizières, très, très loin de tout, qu'il n'y a personne pour vous aider, vous êtes vraiment toute seule. Alors, dans le village, on se demande, est-ce que c'est vrai que c'est vous, Mère Teresa ?» J'avais 24 ans, j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et puis je suis rentrée de cette belle expérience où j'ai beaucoup, beaucoup grandi, où j'ai beaucoup appris de choses sur la vie, sur les hommes, sur la vraie misère ou pas, en fait. Et qu'est-ce que c'est que la misère ? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté ? Et qu'est-ce que c'est que la joie et l'espérance, finalement ? Et je suis rentrée en France, j'ai fait encore d'autres voyages, je suis partie au Vietnam, je me suis occupée aussi d'enfants au Vietnam. Et pendant ce temps-là, mon futur mari, mon amoureux chéri, lui, il faisait le tour du monde dans tous les sens, il traversait l'Himalaya. Et à chaque fois, on ne trouvait pas vraiment de moment pour se marier parce qu'on était toujours un peu chacun à vivre ses expériences. Et c'était bien, parce qu'on avait chacun à aller au bout de nos rêves et de nos objectifs. Vous couriez après quoi, cette époque-là ? Vous avez un côté un peu fantomètre, là, à vivre, enfin je sais pas, vous, dans le livre notamment ou dans d'autres écrits, vous parlez d'une période où vous étiez gamine à avoir, on va dire, une soirée dans un château et puis le lendemain vous amusez à marcher sur les toits de Paris. C'était quoi qui vous bougeait ? Vous avez l'air d'être débordante d'énergie, mais c'était quoi ? Qu'est-ce que vous cherchiez ? Qu'est-ce que je cherchais ? J'avais quand même été enfermée pendant 6 ans dans une pension, hein, donc j'avais envie, en sortant, de découvrir le monde. J'avais l'impression d'en avoir été un peu privée quand même si c'était nécessaire pour me construire et pour apprendre. Il y a un temps pour tout dans la vie, il y a un temps pour apprendre et il y a un temps pour vivre. Et là, donc j'aimais bien, j'adorais. J'ai eu la chance en fait de rencontrer Alexandre quand j'avais 20 ans. Et c'est vrai que je pense que le plus beau cadeau que j'ai reçu sur Terre, c'est de rencontrer mon âme sœur très très vite et de ne pas avoir à m'égratigner le cœur et à me blesser. J'ai tout de suite rencontré mon amour chéri et avec qui j'allais tout partager et avec qui j'allais grandir et avec qui j'allais tellement apprendre et construire.
Donc ça, c'était immense. Et c'est vrai que c'est Alexandre qui m'emmenait sur les toits de Paris, escalader Notre-Dame, la Tour Eiffel, Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, bon, j'avoue que j'étais au début, moi, un petit peu, un peu bouleversée, un peu bousculée, mais c'était bien. Ça m'a pas fait de mal. Il m'a emmené faire beaucoup d'escalade partout. On allait faire des sauts sous les ponts, des balancés où on s'accrochait avec une longue corde dans un baudrier, on se jetait sous un pont entre deux péniches qui passaient, comme ça, bon, pour se donner un peu des grands frissons. Bon, c'était vraiment rigolo. Bon, on faisait ça, c'était pas très raisonnable, mais... on était jeunes. On était jeunes, oui. Et non seulement j'ai eu la chance de rencontrer mon amour chéri, mais en plus j'ai eu la chance d'être jeune dans les années 90, et j'aimerais pas être à la place de nos jeunes aujourd'hui qui sont vraiment privés de tout. Ouais. On peut dire que vous vous êtes un peu converti en Inde, en fait ? Oui, je pense que en Inde, j'ai la première petite graine qui a été plantée. Après notre préparation de mariage, parce qu'enfin, on a fini quand même par se marier, mais on a mis 7 ans. Tout le monde rigolait en disant « mais ils vont jamais se marier, ces deux-là, c'est pas possible ». Après 7 ans de se connaître et de s'aimer, mais de s'aimer en étant séparés, on a fait une préparation de mariage. Et ça, je trouve ça fantastique. Ça devrait, je sais que c'est obligatoire, mais ça aurait dû être obligatoire depuis bien plus longtemps. Parce que c'est vraiment l'occasion de mettre les points sur les i et vraiment de se poser des vraies questions au moment juste avant le grand saut. Parce qu'on saute quand même dans l'inconnu. Et c'est un moment de franchise et où on est vraiment décapé, quoi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que, figurez-vous que le prêtre a refusé de nous marier. Ouais, pour vous dire les mauvais élèves qu'on était. Il nous a dit « Ouh là 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 là, dans les conditions actuelles, je vais pas vous marier tout de suite. Là, j'ai envie que vous réfléchissiez encore. Je crois qu'il y a encore un travail que vous devez faire. » C'était le côté sacrement ? C'était connaissance de la vie de foi ? C'était... Non, c'était plutôt sur nos caractères. Ah on oui. avait des sacrés caractères, en fait, et on avait tous les deux à progresser parce qu'on avait des fortes personnalités et on était peut-être un peu pas assez indulgents, peut-être voilà. Donc, alors, le pardon dans le couple. Voilà, et puis l'écoute de l'autre, qui était peut-être pas toujours là, parce qu'on était dans l'action, nous. Voilà, on prenait moins le temps, en fait. Hein. Et bon, voilà, il nous a dit, attendez, là, il faut se poser les vraies questions. Moi, quand il me posait les questions, le prêtre qui me disait, parce qu'on doit remplir une fiche où on dit comment on veut élever nos enfants, dans la foi, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre, c'est des questions très concrètes. Et là, on doit répondre. Et on doit... on est obligé de dire où on en est nous-mêmes dans la foi. Alors vous avez fini par le faire et puis vous avez pu vous marier quand même. Oui, ils ont quand même été gentils. Hein. Voilà. Mais on a quand même une session de rattrapage. Hein. Et à la fin, le prêtre nous a dit, vous savez, hein, vous m'avez donné du fil à retordre, vous. Hein, mais finalement, je suis très très content d'avoir fait ce chemin avec vous. Je suis très fier de vous. Et vous m'aurez apporté beaucoup de joie. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Il nous a vraiment tiré l'oreille. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez me dire ce que vous a apporté lors de ce voyage à Madagascar, la rencontre avec l'autre, avec notamment le pauvre, mon frère, qui est dans le dénuement alors que vous étiez peut-être moins concerné, ou vous avez partagé des moments de dénuement avec lui, mais en même temps vous saviez que ça n'allait pas être toute votre vie. Est-ce que ça vous a fait grandir dans votre foi ? Ça m'a fait grandir dans ma foi, cette fois-ci, oui, ce voyage à Madagascar. Je dirais que ma foi, elle a vraiment commencé, enfin j'en ai eu la vraie conscience quand j'ai traversé l'Afrique à pied, donc c'était un peu avant. Et à ce moment-là, on peut pas dire que j'avais conscience de vraiment croire en Dieu. Je le priais, on priait tous les matins quand on était en Afrique. Oui. Tous les jours, on était accueillis par des petites religieuses. Et tous les jours, on voyait leur exemple, et j'étais touchée par leur exemple. Elles étaient tellement merveilleuses, tellement lumineuses, que petit à petit, ça m'ébranlait. Et je me disais, mais qu'est-ce qui les anime ? Comment se fait-il ? Qui est là pour elles ? Pourquoi sont-elles si belles ? Pourquoi rayonne-t-elle autant ? Qu'est-ce qui fait ça ? Donc ça m'intriguait. Et le fait de tous les jours rencontrer les populations extrêmement démunies en Afrique, mais pas pauvres, oui. riches de cœur, je peux vous dire, tellement riches, tellement plus riches que chez nous parfois, pas toujours, il n'y a pas de généralité, mais et pourtant ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de livres, ils avaient une petite cahute, il n'y avait même pas de porte, on rentrait chez eux. Bon. Et de voir ces populations qui étaient capables de tout donner, de tout partager,
Alors là, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à être très impressionnée par les Africains qui m'ont montré le vrai chemin, en fait. Et il se trouve que c'est en Afrique, exactement à la moitié de mon voyage, que j'ai eu la foi, la vraie foi. C'est-à-dire que j'ai eu la conscience, j'ai eu une sorte de conversion assez incroyable, alors que j'avais jamais rien lu au sujet des histoires de conversion, parce que, comme vous l'avez compris, j'étais pas trop versée dans le sujet. Il se trouve que on a attrapé le paludisme, on a eu plusieurs crises, et la deuxième fois où j'ai eu une crise, on m'avait prévenu, j'avais été chez des sœurs, et on m'avait dit, la prochaine fois, dans 15 jours exactement, vous allez refaire une crise de palu qui risque d'être violente. Donc arrangez-vous pour être pas loin d'une mission catholique, parce qu'il y aura un dispensaire qui pourra vous prodiguer des soins et vous protéger. Et parce que quand on a une crise de palu, vous savez, on est plus soi-même, on s'évanouit, on est dans un état... ramasser la petite cuillère. On n'est plus étanche, hein, on est complètement... On a 42 fièvres et tout. Donc on avait fait très attention, on avait bien calculé, on demandait tout le temps est-ce qu'il y a une... Et effectivement, jour pour jour, vraiment, 15 jours plus tard, poum, ma deuxième crise de palu. Et là, on était dans une mission très très jolie, très belle, au bord d'un lac splendide. Et il se trouve que ma conversion, c'est quand même, ça s'invente pas. Je l'ai vécue dans le lit d'un abbé quand même. Monseigneur Maurice Bitz. Il se trouve, quand je le dis, tout le monde me regarde, genre, oh, elle exagère un peu. Et en fait... Faudra qu'on coupe dans l'émission. Oui. Censuré. Donc, il se trouve que l'abbé Maurice Bitz était parti pour voir un l'évêque d'Arusha, et on m'avait installé dans sa chambre, j'avais ce grand honneur, et donc c'était un petit rondavel, c'est une espèce de petite hutte ronde, et on m'avait installé là, donc c'était un lit très haut, et dans sa chambre, c'est normal, c'était un abbé, il n'y avait que de la religion sur les murs. Donc il y avait saint Thomas, saint Augustin, tous les grands mystiques. Et puis moi, je me disais, oh là 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 là, il n'y a pas un petit gars là qui traîne, un petit Paris Match. Bon, pardon, mais bon. Et je me disais, mais parce qu'on est un peu diminué quand on a le palais. Donc on ne peut pas lire des trucs trop profonds et trop intellectuels quand même. On peut vaguement lire une BD, quoi. Il n'y avait rien de tout ça, bien sûr. Et puis je regarde quand même, j'allais passer du temps parce que c'était ma deuxième crise, donc je savais comment ça se passait, c'est assez long. Et donc je regarde comme ça, puis je regarde tous les noms, je vois rien que je peux lire, puis Mère Teresa, ça quand même je peux le lire, elle me touche cette femme quand même, allez, je vais sortir ce livre, et puis de toute façon je vais partir dans les choux, mais bon, je vais commencer. Et je commence à lire le livre de Mère Teresa. Comme j'ai rien d'autre à faire, je suis dans mon lit, je lis, je m'assoupis, je lis. Quand je me réveille, je me replonge dans Mère Teresa. Et c'est des vrais témoignages, c'est des vraies histoires, c'est que la vérité. Ça me touche, je pleure, je suis transportée, je suis révoltée, je suis pas d'accord avec elle, pas du tout d'accord avec ça non plus. Puis ça me bouleverse, ça me transporte. Et puis je termine le livre. Il me tombe des mains, et là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je glisse de mon lit, je tombe au pied de mon lit, et là, jamais de ma vie, je m'étais mise à genoux. C'est vraiment pas une position marrante, d'ailleurs, d'être à genoux. Pourquoi se mettre à genoux? Et là, je tombe à genoux, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et à ce moment-là, je me dis, c'est incroyable, ma grande, c'est ça, ça y est, tu crois? C'était incroyable. Je ne sais pas combien de temps je suis restée comme ça. Alors, certains se sont moqués de moi quand je leur ai raconté. Ils m'ont dit, ouais, c'est la crise de palu. Voilà, il y a eu un gros coup sur la tête parce qu'il y a le palu cérébral, vous savez, qui secoue bien. Mon mari, qui partageait pas ma chambre, qui était dans une autre petite rondavel, est venu me voir, m'a trouvée comme ça, en larmes, mais un peu extatique, vous savez, un peu l'air imbécile, heureuse, quoi. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais remonte dans ton lit, enfin. Heureusement, je risquais pas d'attraper froid parce qu'il faisait quand même 40 dehors. Mais bon, il me dit, remonte dans ton lit. Et puis je lui dis, Alex, je crois, ça y est. Comme une évidence. Une certitude. C'est vrai que je le cherchais aussi, ça faisait un moment que je le demandais, mais c'est une grâce qui arrive ou qui n'arrive pas. Et on ne peut pas en vouloir à ceux qui n'ont pas la chance de croire, parce que ça ne se commande pas, en fait. On peut le demander de tout son cœur, mais il n'obéit pas quand il veut, ça arrive peut-être quand on est prêt. Comment vous expliquez ces larmes qui sont tombées? C'est des larmes de joie? C'est des larmes de joie, et c'est une sorte d'abandon, c'est-à-dire que toutes les barrières, toutes les frontières, toutes les résistances
parce que je suis une sacrée guerrière en fait, Ouais. donc je résiste, et c'est dans ma nature. Oui. Et ben tout ça, ça tombe pas comme si ça se fissurait, c'est pas un truc... non, c'est plutôt l'évidence, quoi. C'est comme un coup d'éventail qui souffle tout ça, qui balaye tout ça, et naturellement ça arrive et ça vient s'installer et ça remplit, ça comble. Ça remplit tout, ouais. Extra. Ouais. On arrive à la fin de cette émission sur ce feu d'artifice. Alors, dites-moi un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît. 8. Quelle est pour vous la plus grande vertu? Le courage. Le courage d'aimer, le courage de croire, le courage de faire confiance, le courage de vouloir changer les choses quand elles peuvent être changées. Entre 1 et 8. 3. Quelle image vous faites-vous du paradis? Ah, ça... Quand je vous ai dit que je croyais en Dieu, je ne vous ai pas dit que j'avais encore tout accepté. J'avoue que je doute énormément tous les matins. Je doute toujours. J'ai pas de certitude. Je me sens aimée, ça c'est sûr. Maintenant, tout ce qu'on dit dans le catéchisme et l'enfer et le paradis, ça je suis sûre de rien. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'on m'aime. Qu'on nous aime profondément, ça j'en suis sûre. Maintenant, le paradis, comment je me l'imagine? J'aimerais bien qu'il existe. J'aimerais bien qu'il existe parce que j'aimerais beaucoup retrouver les gens que j'aime. J'ai perdu mon papa, que j'aime énormément, et j'aimerais tellement le retrouver. Mais comment le retrouver? Je sais que ce ne sera pas pareil, on ne pourra pas discuter, reprendre notre discussion là où on l'avait arrêtée. Donc ça m'embête un peu. Ça pourrait être mieux, paraît-il. Mais je ne peux pas vous dire, j'y suis pas encore allé. Un dernier chiffre entre 1 et 7? 7. Quelle est votre prière préférée? Oh, je peux vous la réciter. C'est ma prière aux anges gardiens. C'est une prière d'enfant. C'est une petite berceuse. Vous voulez que je vous la récite? Oui. Veillez sur moi quand je m'éveille, bon ange, puisque Dieu l'a dit. Et chaque nuit, quand je sommeille, penchez-vous sur mon petit lit. Ayez pitié de ma faiblesse. À mes côtés, marchez sans cesse. Parlez-moi le long du chemin, et pendant que je vous écoute, de peur que je ne tombe en route, bon ange, donnez-moi la main. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup d'être venue nous partager tout cela. Je rappelle le titre de votre livre, Madatrek, paru aux éditions Robert Laffont. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.